Merci de nous suivre sur Medi 1. Bienvenue dans cette édition spéciale à l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. Nous consacrons ce numéro au royaume en tant que modèle de développement socio-économique sur le continent. Au cours des 20 dernières années, le Maroc a activement contribué au développement économique de l'Afrique par ses actions de solidarité, son approche basée sur le principe de développement et ses investissements visant à partager la croissance à l'échelle régionale. Il favorise la coopération et l'intégration régionale. Pour ce numéro spécial, deux invités spéciaux. Nous recevons sur ce plateau Cheikh Mbacké Sène, expert en intelligence économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Madame Boukaka, et c'est un honneur et un plaisir de participer à l'émission et puis de retrouver aussi un grand frère avec qui j'ai partagé le séjour au Maroc. Ah, vous l'avez dit, vous avez partagé le séjour au Maroc. Nous parlons justement du royaume. Merci à Monsieur Adama Ouad. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de Financial Afrique. Merci beaucoup d'être là. Merci, c'est un honneur. Alors, en l'espace de 25 ans, le Maroc est devenu un leader dans divers secteurs tels que les télécoms, la finance, le BTP, les mines. Également l'agriculture et l'agroalimentaire. Je ne vais pas tout citer ici. Je vais m'adresser à vous, Monsieur Adama Ouad. Comment évaluez-vous aujourd'hui la performance économique du royaume? Effectivement, je pense que le chemin le plus court, c'est le chiffre. Je dirais qu'à l'entame de la décennie 2000, en l'an 2000 exactement, le PIB du Maroc était d'à peine 35 milliards de dollars. En 2022, il était de 130 milliards de dollars. Donc on voit que c'est une augmentation sur cet espace-là, en 20 ans, une augmentation de plus de 260%, je pense. C'est une performance vraiment remarquable. Tout à l'heure, j'ai cité les divers secteurs. Je vais également rappeler ici, le Maroc a réussi quelque part à devenir un leader en énergie renouvelable et il y a des projets qui ont été mis en place. Là, on va parler des plans parce que les plans ont participé à la réussite du royaume. Est-ce que vous pouvez nous citer justement ces plans, les principaux plans? Oui, en fait, la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été étayée à travers des plans. Il y a eu le plan Maroc Azur pour le tourisme à l'horizon 2010, où il était question d'arriver à 10 millions de touristes en 2010. Il y a eu le plan Maroc numérique 2010, relayé par le plan Maroc digital 2025. Il y a eu le plan d'accélération industrielle. Il y a eu entre-temps l'ouverture du ciel, ce qu'on appelle l'Open Sky, donc en 2006, l'ouverture du ciel marocain qui a permis l'arrivée aussi des low cost, parce que ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des plans qui ont porté les grands projets, ce qu'on appelle les projets structurants, sur fond de repositionnement donc, du royaume sur ce qu'on appelle les nouveaux métiers du monde, l'aéronautique, l'automobile, etc., entre autres. Sur le plan digital, aujourd'hui, on a vu qu'il y a une croissance des efforts qui ont été faits de façon transversale. Donc aujourd'hui, vous retrouvez des shores un peu partout, donc Casa Shore, TFS Shore, etc., qui permettent d'attirer au Maroc de mieux se positionner sur ce qu'on appelle l'offshore et donc d'attirer les investisseurs européens, d'attirer les investisseurs qui sont dans le secteur, qui ne sont pas forcément européens, mais qui sont dans le secteur sur la base de ce qu'ils appellent, eux, la colocalisation. Donc, pour éviter les termes de délocalisation, donc de colocalisation et de coopération qui est repensée d'une autre manière. Donc il y a eu ces plans-là, un bouquet de plans quand même qui ont porté donc, les progrès du Maroc donc, et qui ont permis aujourd'hui d'arriver à ces résultats-là. Alors, vous avez parlé de plans, on reste sur ce cas-là. Par contre, je vais m'adresser à vous, Monsieur Adama Ouad. Tout à l'heure, il parlait de plans. Donc là, je veux parler du plan vert qui a influencé positivement le secteur agricole et les communautés rurales marocaines. Quelles leçons l'Afrique peut-elle en tirer pour améliorer ses propres stratégies de développement agricole? Oui, je dirais que le plan Maroc vert, effectivement, qui a été lancé de mémoire en 2008, comme ça, 2009, et jusqu'en 2020, a permis de voir la planification d'un secteur
à forte intensité sociale, l'agriculture, en l'occurrence, qui employait le plus de Marocains, même si elle ne représente qu'à peu près 13 à 15% du PIB. Donc il y a une planification stratégique de ce secteur-là à travers une vision, donc le plan Maroc vert, mais aussi des bras financiers. Je veux parler par exemple de la Banque agricole qui a joué un grand rôle dans la transformation de cette vision en réalité. Le bilan a été fait en 2020 avec un accroissement très fort du PIB en milieu rural. Je pense plus de 2,7 millions d'agriculteurs marocains en ont bénéficié. Et aujourd'hui même, c'est une autre étape qui vient d'être franchie, je pense depuis encore 2020, avec le lancement d'un nouveau plan dans la continuité du plan Maroc vert. C'est le Green Gen, Génération verte, donc 2020-2030. Mais là aussi, il y a des facteurs, pas bloquants, mais des défis à relever. C'est surtout le fait que le royaume soit dans un contexte de déficit hydrique intense et de succession de sécheresses qui font que ce plan doit désormais être étalonné et mis en adéquation avec les plans de développement économique et durable du royaume. C'est déjà un plan à saluer. Aujourd'hui, 25 ans, on se rend compte que le Maroc est un modèle aussi pour l'Afrique, mais on reste dans ce cas-là. Comment aujourd'hui, je vous posais la question justement, comment aujourd'hui les pays africains peuvent en tirer profit justement dans tout ce qui concerne des stratégies de développement agricole? Comment? Voilà, en Afrique, il y a un mot, ou bien je dirais un slogan, je ne sais pas, mon frère Cheikh Mbakessen qui va me démentir sur ça. Je pense que le mot d'ordre, c'est la souveraineté alimentaire. Le mot d'ordre, c'est produire, ou bien manger ce que nous produisons et produire ce que nous mangeons. Puisque quand on parle, c'est la Banque africaine de développement qui dit que 40 milliards de dollars sont dépensés annuellement pour importer des produits alimentaires en Afrique. Donc il y a un paradoxe. Et le Maroc a toujours été quand même plus ou moins autosuffisant. Ça a été toujours un pays qui a misé sur l'agriculture. Dans les années 60, 70 et 80, il y a eu la politique des grands barrages qui ont joué un rôle important dans la transformation économique et sociale de ce pays. S'il y a une leçon, parce que moi je dirais qu'on apprend les uns des autres, le Maroc apprend des modèles d'autres pays africains, les autres pays africains apprennent des modèles marocains, mais s'il y a des leçons, à mon avis, d'humble observateur à retenir sur le Maroc, c'est cette politique de grand barrage qui a quand même permis de concentrer et de valoriser des quantités d'eau qui étaient peut-être perdues ou qui s'évaporaient. Et là, je pense à l'OMVS, au pays de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, où on a un paradoxe. Chaque année, des quantités d'eau douce vont se jeter dans l'océan Atlantique. Tous les chercheurs le répètent chaque année, à l'OMVS on le répète, auprès des États on le répète, mais ces quantités d'eau perdues à jamais, puisqu'elles vont à l'océan Atlantique, peuvent pourtant être retenues par des investissements et reversées dans nos plaines pour inonder nos vallées fossiles qui sont très nombreuses entre le Sénégal, le Mali, la Mauritanie. Donc je pense que s'il y a une leçon à retenir, c'est dire concentrons-nous, réunissons les moyens nécessaires pour valoriser nos ressources hydriques. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle quand même des infrastructures de transport, comme TGV à Al-Borak et le port de Tanger-Med. Mais juste si vous pouvez me permettre, avant de revenir sur ça, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'il vient de développer par rapport à l'agriculture. Quand vous prenez le territoire marocain, vous avez les 2/3 qui sont dans la zone désertique. Et pourtant, c'est un pays qui aujourd'hui alimente même en termes de légumes et de fruits d'autres pays qui sont beaucoup plus arrosés. Par exemple. C'est un modèle, c'est un pays modèle dont il faut s'inspirer. Mais pour revenir... Justement, de quelle manière de développement des infrastructures de transport, comme le TGV, je disais tout à l'heure, à Al-Borak et le port de Tanger-Med, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler justement de cette croissance économique et des échanges commerciaux au Maroc? La construction du port déjà de Tanger-Med est une exploitation de l'atout du Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un pays qui se trouve être dans un disons, carrefour, parce que c'est l'un des passages les plus empruntés
la Méditerranée, donc, et qui a su mettre quand même un port d'une modernité extraordinaire. Donc en termes d'espace, c'est l'un des plus grands ports. En termes d'équipement, c'est l'un des ports les plus modernes du continent. Et juste à côté, vous avez des zones dégagées, donc la Tanger, Zone Franche, etc., qui permettent aujourd'hui à beaucoup de multinationales de pouvoir s'implanter dans la zone, de bénéficier de toutes les infrastructures de dernière génération en termes de digitalisation, en termes numérique, digital, etc. Et de pouvoir avoir aussi une main-d'œuvre qui est plus ou moins qualifiée, parce que le Maroc a fait un effort considérable aussi dans la formation des jeunes pour pouvoir offrir à toutes les multinationales qui viennent s'implanter et qui trouvent toutes les commodités dont ils auront besoin pour produire et exporter dans la zone. Donc voilà, en ces termes-là, c'est un modèle qu'on peut citer. D'accord. Voilà. On va quand même parler aussi des finances. Vous êtes mieux placé pour en aborder. Comment les pays d'Afrique subsaharienne peuvent-ils adapter les pratiques et les politiques de CFC pour améliorer leur propre secteur financier et attirer davantage d'investissements internationaux? Je rappelle, CFC, c'est Casablanca Finance City. Alors, moi franchement, pour faire court, je dirais que la meilleure leçon, elle réside dans la capacité d'un État, en l'occurrence un État africain, à mettre en œuvre une vision. Parce que souvent, nous avons beaucoup de visions en Afrique. Nous avons des visions de développement qui riment d'ailleurs bien. Mais dans la mise en œuvre, on se rend compte toujours qu'il y a des défaillances. Je pense que le fait que le Maroc ait un cabinet royal, voire, je dirais même, le roi, qui est engagé au jour le jour dans le suivi des chantiers de développement, le fait qu'il y ait aussi la transparence dans la gestion de ces chantiers avec le principe de la sanction-récompense, puisqu'on a vu souvent au cours de ces années, que ce soit sur le port de Tangemed que vous évoquiez tantôt, ou bien sur d'autres grands projets, des responsables notés et relevés parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Donc cette rigueur-là explique quelque part aussi ce succès. Maintenant, par rapport à Casablanca Finance City, j'aimerais plutôt, moi, mettre l'accent sur comment la finance marocaine s'est développée. Je pense que les grandes fusions au début des années 2000, notamment entre la BCM et Wafa Bank, qui ont donné naissance à Tijari Wafa Bank. Le grand programme de privatisation des années 90 a donné naissance à BMC Bank of Africa. Donc il y a eu la naissance des champions nationaux. Donc cette politique de champions nationaux qui nous tient à cœur ici au Sénégal en ce moment a été indispensable, a été décisive dans l'émergence de la place financière de Casablanca. Et Casablanca Finance City n'a été pour moi que finalement la clé de voûte dans long processus, donc qui est sous-tendu par les banques, par la bourse de Casablanca, par les relais de croissance aussi de ces acteurs à l'international, notamment en Afrique subsaharienne, parce qu'on compte quand même entre la Banque populaire, la Bank of Africa et Attijari Wafa Bank, pas moins pratiquement d'une centaine de filiales dans les pays africains. Donc c'est un effort colossal et Casablanca Finance City devrait, de la même manière que Kigali City Center, ou bien que Maurice, ou bien dans une moindre mesure, non, je parle des places financières, c'est-à-dire dans une moindre mesure Lomé, devrait donc capitaliser sur ces acquis et accroître les échanges intra-africains. On reste dans le cas de KF, de Casablanca Finance City. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a pu réussir à se positionner comme un centre financier en Afrique? Moi, je pense que le Maroc lui-même est une plaque tournante entre l'Afrique et le reste du monde. D'abord entre le monde arabe et l'Afrique, de par, pas seulement sa position géographique ou sa culture, mais par le nombre d'accords qui ont été signés. Les accords d'Agadir, d'autres accords de libre-échange, des accords préférentiels avec les pays du Golfe. Donc ça fait que ça favorise le Maroc dans l'intermédiation
entre lui et l'Afrique. D'autre part, nous avons l'Europe, les grandes puissances industrielles déclinantes européennes qui ont relocalisé, colocalisé au Maroc. On peut dire par exemple que Airbus, Renault, Peugeot, donc toutes les grandes structures industrielles allemandes, françaises, belges trouvent au Maroc un environnement propice aux affaires. C'est peut-être s'il y a une petite leçon à dire aussi ici, c'est qu'il faudrait que nos États travaillent l'attractivité de leur environnement d'affaires. C'est essentiel. Les réformes donc pour faciliter les affaires, pour moins d'harcèlement au niveau des démarches administratives, pour plus de transparence dans le traitement des dossiers, pour plus de célérité. Donc ça a joué un rôle important. Donc il y a tout ça qui explique que le Maroc est une plaque tournante entre donc ces pays et l'Afrique. Mais le Maroc est en concurrence bien évidemment avec d'autres zones, comme l'île Maurice par exemple, qui est une plaque tournante, mais dans l'océan Indien, donc entre l'Inde et l'Afrique. Donc le Maroc joue donc ce rôle sur la Méditerranée, l'Atlantique, etc. avec l'Afrique, avec même, je dirais, de plus en plus avec le Sahel, puisque quand même le Royaume vient de leur proposer aux pays de l'Alliance des États du Sahel une façade atlantique qu'ils n'ont pas. Et donc on est en train de voir toutes ces dynamiques qui sont intéressantes à analyser dans un avenir proche. D'accord. Avec vous, Monsieur Mbacké, vous nous avez dit que vous avez vécu au Maroc pendant 17 ans. Alors comment évaluez-vous la croissance économique du Royaume aujourd'hui? En fait, c'est une croissance exponentielle, on peut dire, parce que aussi le pays, c'est un pays qui a dans tous les secteurs pratiquement progressé. Donc ça aussi, c'est dû à une certaine structuration. Je dis souvent que la chance que le Maroc a, c'est qu'on a des secteurs qui sont très bien organisés et qui travaillent de connivence avec le gouvernement. Donc l'ensemble des plans qui ont porté la vision du truc ont été travaillés et mis sur pied avec la collaboration de ces secteurs-là. Donc ils connaissent bien les problématiques, que ce soit les problématiques de formation, les problèmes liés à la chaîne des valeurs, les problématiques liées aux moyens, etc. Donc aujourd'hui, c'est les différents acteurs qui sont dans les différents secteurs ont trouvé réponse à leurs préoccupations de façon progressive et ont pu développer ces secteurs-là. Et en développant ces secteurs-là, on a permis au pays aussi de progresser pratiquement dans tous les secteurs. Aujourd'hui, le Maroc se retrouve quasiment sur beaucoup de secteurs comme un leader africain et même un leader mondial dans certains secteurs, comme la monétique ou d'autres secteurs sur lesquels ils sont. Justement, on en parlera. Je voudrais qu'on puisse quand même parler de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, qui joue un rôle crucial en facilitant justement l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, ce qui stimule la concurrence, qui réduit les coûts pour les consommateurs et encourage le développement de services numériques avancés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Moi, j'ai eu la chance d'accompagner en fait le service de communication donc de la NRT. Donc, je les ai formés en communication de crise donc à l'époque. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur le plan digital et sur le plan numérique, il y a eu beaucoup d'efforts. Je pense que le Maroc est l'un des quand même premiers pays africains à utiliser la fibre optique déjà. Et puis, il y a aussi, c'est un secteur aussi, le secteur des télécoms, c'est un secteur qui a beaucoup progressé au Maroc. Au départ, on avait deux opérateurs téléphoniques. Maintenant, aujourd'hui, on en est à 3, et 3 qui sont quasiment dynamisés, très dynamisés même. Au départ, on avait, bon, je ne peux pas les citer, mais bon. On peut s'en passer. Voilà, on peut s'en passer, mais bon. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un pays qui a misé sur l'offshore. En misant sur l'offshore, a misé sur les prédispositions qui permettaient à toutes les multinationales, de quelque nature que ce soit, ou de quelque dimension que ce soit, de pouvoir trouver tout ce dont elles avaient besoin sur place. Et ce sont ces efforts-là qui sont en train d'être payés aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, vous voulez aborder un aspect sur l'automobile, justement. Que pensez-vous du développement de l'industrie automobile au Maroc? Oui, et là encore, je reviendrai toujours à la planification stratégique. Il y a eu Tanger Med, sur la Méditerranée, mais derrière Tanger Med, il y a eu une zone économique spéciale, un programme d'industrialisation
il y a eu un TGV, donc toute une batterie d'incitations aussi pour attirer ces entreprises étrangères, ce qui fait que sur l'année 2023, le Maroc a exporté plus de voitures vers l'Europe que le Japon, que la Chine, que l'Inde, pour une valeur marchande de 13,5 milliards de dollars, donc soit plus que les phosphates. C'est très symbolique parce que moi, quand je suis arrivé au Maroc, à l'époque, quand on parlait d'exportation marocaine, on ne parlait que de phosphate. Aujourd'hui, on parle des produits qui occupent une place haute dans la chaîne de valeur de la mondialisation, comme l'automobile, comme l'aéronautique. Donc là aussi, s'il y a vraiment une leçon, à mon avis, pour nos autres pays africains, c'est peut-être voir comment le Maroc a réussi cette insertion dans les chaînes de valeur de la mondialisation, comment ils ont pu attirer et Renault, et le concurrent de Renault, l'ex-Peugeot et Stellantis. Donc comment ils ont pu attirer et Boeing et Airbus. Donc peut-être c'est justement l'attractivité de l'environnement des affaires. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'en Afrique, on est tenté à vouloir relever la fiscalité, à dire oui, on élimine les incitations, toutes ces entreprises viennent nous voler notre argent, on va renégocier les contrats. Or, c'est peut-être en faisant l'inverse, mais dans la transparence absolue. Oui, on a toujours besoin de ce secteur privé. Effectivement, oui. On a toujours besoin d'un secteur privé d'abord local, fort, mais aussi d'un secteur privé international. Et c'est peut-être la jonction des deux qui crée le mouvement, la Movida. Alors, Monsieur Mbacké, je rappelle que vous êtes expert en intelligence économique et vous accompagnez les firmes marocaines, sénégalaises, africaines et même européenne. Alors, dites-nous aujourd'hui comment les succès que vous avez cités tout à l'heure du Maroc pourraient-ils inspirer d'autres pays africains? C'est l'attractivité. Hein. Le Maroc a eu la chance d'être un pays stable, donc qui a opéré des réformes pour attirer les investisseurs. Le flux d'IDE au Maroc est important, assez important et sur une dynamique croissante, sur une dynamique très croissante. Et puis il y a aussi une politique de repositionnement sur ce qu'on appelle les nouveaux métiers du monde, entre guillemets. Donc là, il en a parlé. L'aéronautique, c'est dans les composantes, en dégageant une zone industrielle spécialisée à Noisseur, donc au niveau de l'aéroport. Moi-même, j'en ai inauguré une à l'époque qui était de la famille Bencherki, donc Aéronautique Service Industrie, qui fabriquait des particules de Falcon, des particules de Falcon pour Dassault Aviation. Et il y a eu d'autres structures qui sont arrivées aussi au Maroc, qui sont toujours dans la chaîne de valeur sur ces deux secteurs clés. Et puis, comme je dirais, donc il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits, que ce soit, je l'ai dit tout à l'heure, les réformes qui ont permis d'attirer avec l'instauration donc des centres régionaux d'investissement qui facilitent et la création d'entreprises, aussi bien pour l'opérateur local que pour l'opérateur étranger. Quand on arrive au Maroc, il n'y a plus de tracasserie, il n'y a plus de trucs, on est dans la transparence, il y a une rapidité à créer une structure, il y a une rapidité à trouver ce dont on a besoin. Et donc, il y a un climat des affaires très favorable qui permet à toute entreprise, que ce soit porté par un local ou porté par un étranger, de pouvoir s'y implanter et s'y développer. Très bien, je ne saurais terminer cette émission sans vous accorder la parole. Juste pour cette commémoration du 25e anniversaire, un mot pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui aiment bien le Maroc. D'abord, moi je dirais vraiment longue vie à Sa Majesté, le roi Mohamed VI. J'ai eu le privilège de le voir donc à l'œuvre au Palais Royal de Tanger à l'occasion du lancement dans des grands projets industriels. Mais le mot d'ordre a toujours été le même, c'est l'action. Donc s'il y a un mot que je retiens, c'est l'action.
Et j'espère que cette action va nous inspirer, nous tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir éclairé justement nos téléspectateurs et auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition spéciale. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Cher Mbaké Sen, expert en intelligence économique, et également M. Adam Mawa, directeur de publication de Financial Afrique. On se dit à très bientôt sur Média et portez-vous bien.